Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Donc bonjour, je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, qui est de pourquoi je pense que c'est inutile de parler de startup deep tech. Ça commence bien. Donc rapidement, Aymeric Penven, je suis aujourd'hui le directeur du centre Deep Tech d'HEC Paris et également le directeur de la branche française du Creative Destruction Lab, qui est une organisation non-profit internationale, aujourd'hui dans 13 universités dans le monde, qui est spécialisée dans l'accompagnement des startups à forte composante technologique avec un impact positif sur l'humanité. Donc, comme j'ai commencé de manière un peu provocatrice, je pense que le terme de deep tech aujourd'hui n'est pas un terme qui est très utile. Pour une raison assez simple, c'est que si je fais le tour du salon et que je demande à chacun de me donner sa définition de la deep tech, je risque probablement d'avoir plus qu'une définition. S'il y a plus d'une définition et que les définitions ne convergent pas, il y a peu de chances que ce soit un terme utile, un concept qui nous permette de prendre des bonnes décisions, d'agir et de s'aligner sur nos efforts. Donc le terme utile, deep tech, n'est pas un concept sur lequel on peut espérer faire des choses constructives. C'est donc le moment de proposer une alternative qui serait celle des startups science-based, donc des startups qui sont issues de la science, donc on n'évalue pas en fonction de leur niveau de technologie, mais plutôt en fonction de leurs origines. Et aujourd'hui, c'est très souvent ce qu'on constate, que beaucoup de startups qu'on appelle deep tech aujourd'hui sont plutôt des startups qui sont issues de la recherche scientifique, pour lesquelles la science prédate la création de l'entreprise, et que c'est vraiment cette science qui est l'ADN de la startup. C'est important parce que l'on sait que la recherche scientifique et ses résultats sont souvent sérendipitaires. On ne sait pas toujours exactement dans quelle direction on va réussir à manifester un résultat concret. Et donc, le type de technologies qui émergent ne sont pas nécessairement en correspondance avec les cahiers des charges qui ont été donnés à l'origine, s'il y a eu un cahier des charges. Et donc pour cette raison, on peut se retrouver aujourd'hui avec des boîtes à forte dimension technologique qui sont issues de deux processus d'émergence complètement différents. C'est très différent. Imaginons que vous soyez un scientifique en sciences des matériaux, que vous avez trouvé une technologie de matériaux et vous avez trouvé plus tard un cas d'usage. C'est différent d'être une approche industrielle, de répondre à une problématique. Et on peut arriver à des boîtes qui ont le même niveau de technologie, mais certaines sont parties d'une problématique métier et ont dû de manière incrémentale augmenter leur niveau de compétence technologique. Et d'autres avaient déjà un niveau technologique et scientifique élevé et étaient plutôt à la recherche des bons cas d'usage et de bonnes problématiques. Pourquoi est-ce que c'est important de définir ce cadre? Pour une raison qui est assez fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un enjeu de paradigme dans le monde de l'entrepreneuriat. On a même deux enjeux de paradigme. Le premier enjeu, c'est qu'on a tendance à réduire l'entrepreneuriat au monde des startups. Ce qui est un problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur et que vous n'êtes pas une startup, vous avez souvent l'impression de passer un petit peu à la trappe, de ne pas avoir de service d'accompagnement. Et ça s'applique à un grand nombre de types d'entrepreneuriat. Les boîtes familiales, les PME, les boîtes individuelles. Il y a un tissu entrepreneurial qui est souvent sous-apprécié et qui n'est donc sous-accompagné. C'est le premier problème. Le second problème de paradigme, c'est que même au sein des startups, on a tendance à réduire, même souvent de manière implicite, les startups aux startups du digital. Et donc, ça a un gros impact sur l'écosystème d'accompagnement, parce que cet écosystème d'accompagnement est souvent designé, encore une fois, implicitement, pour des startups du digital, qui sont donc, on dit de manière un peu archétypique, une startup créée par deux développeurs de 20 ans, qui n'ont pas d'expérience industrielle, qui n'ont pas d'un entrepôt dont ils ont été leurs grands-parents, etc. Et donc, quand on a des startups qui dérogent un peu à cette règle, encore une fois, le système d'accompagnement est limité. Et donc, on a des méthodes d'accompagnement très diffusées, le système, on va dire Lean Startup, Y Combinator, etc., qui fonctionnent très bien dans des modalités précises, qui sont les modalités d'une startup digitale extrêmement flexible et sans actifs préexistants.
La conclusion logique, c'est que les startups science-based dérogent très fortement à cette règle parce qu'elles ont un actif préexistant qui est leur capacité à faire de la recherche et la propriété intellectuelle qu'elles possèdent. C'est pas nous, c'est les voisins. C'est important parce que quand on a un actif préexistant, ça veut dire que toute la structuration et le développement de la startup doit être lié et en cohérence avec cet actif. Et donc si on sait que l'actif fondamental d'une startup science-based, c'est la science, ça veut dire que toutes les conséquences et toutes les décisions qui sont prises par la suite doivent dépendre de la compréhension et de la maîtrise de cette technologie. Et c'est important parce que ça a des conséquences sur certains des enjeux à résoudre pour ce type de startup. Le premier enjeu, il y en a deux. Le premier enjeu est que quand vous partez d'une technologie, vous devez passer d'un paradigme de scientifique, qui est d'avoir fait émerger une technologie, on a poussé le champ de la connaissance humaine un peu plus loin, à un paradigme d'ingénieur qui est de trouver le bon problème pour la solution qu'on possède. C'est déjà un premier changement d'état d'esprit, et donc tous les ingénieurs ne sont pas des bons scientifiques, et tous les bons scientifiques ne sont pas de bons ingénieurs. La conséquence de ça, c'est que ce n'est pas une question de trouver le problème à résoudre, mais de trouver les problèmes qui sont résolvables dans une certaine mesure par une technologie. Et donc, c'est vraiment une approche de se demander quelles sont les classes de problèmes que je peux résoudre avec cette technologie. Si je reprends l'analogie sciences et matériaux, si vous avez développé un matériau qui est extrêmement léger, extrêmement résistant sous la contrainte dans toutes les directions, il peut répondre à une classe de problèmes. Il va pouvoir peut-être servir à faciliter les problèmes d'approvisionnement local pour l'industrie du bâtiment, peut-être décarboner le transport ferroviaire, ou peut-être améliorer les performances dans l'industrie spatiale. Il y a une classe de problèmes qui sont résolvables par une technologie. Tout cela ne nous dit rien sur la société, sur la compagnie que doivent créer les fondateurs. Ça nous donne, on est pour l'instant au niveau d'un département R&D d'un grand groupe. On a des solutions, on cherche des classes de problèmes. C'est pour cette raison que la deuxième problématique qui est critique pour des startups science-based, c'est justement quel est le fit entre la société, la startup qui est créée, et le modèle économique et les conséquences qu'a le fait de faire un choix. Encore une fois, si jamais je choisis de devenir une entreprise très CAPEX incentive pour proposer des alternatives aux poutres en acier pour l'industrie de la construction, je crée une société complètement différente, avec des enjeux complètement différents, de si j'ai choisi un modèle de licensing parce que je suis une plateforme technologique dans l'industrie spatiale. La technologie sous-jacente peut être la même, je peux avoir les mêmes compétences à l'origine, mais le fait de partir sur un choix de problème-solution a des conséquences sur la structuration de boîte et sur le modèle économique. Et donc il y a vraiment un découplage sur les deux types de problèmes qui aujourd'hui, en tout cas à notre avis, est vraiment sous-estimé et sous-adressé. Si on a deux problèmes fondamentaux, à minima, ça nous demande deux types de sets de compétences. À minima. Et donc on se dit, on a vraiment des technologies, des éléments de connaissances scientifiques qui doivent être d'abord transformés en solutions ingénieriques et des solutions ingénieriques qui doivent être transformées en des sociétés avec un business model rentable qui sont capables de s'adapter à certaines industries qui ont différentes modalités, différentes chaînes de valeur, différents fonctionnements. Et donc, ça demande énormément de travail justement sur la composition des business models, sur les choix stratégiques pour construire la boîte associée à une solution. Si ces compétences sont manquantes, ça serait bien de les avoir. Comment donc résoudre l'un des deux problèmes ? On part du principe qu'aujourd'hui, on est capable de, encore une fois dans une certaine mesure, accompagner des scientifiques purs pour les rendre des ingénieurs corrects, ou de trouver les ingénieurs avec lesquels ils sont capables de s'interfacer. C'est un axiome, mais on peut partir du principe que ça marche à peu près correctement. En revanche, le fait d'avoir des fondateurs issus d'institutions de recherche
qui sont capables d'être de bons stratèges, de bons administrateurs et de bons économistes, c'est beaucoup plus difficile. Pour y répondre, 2 stratégies potentielles. La première, c'est de partir du principe que toutes les compétences s'apprennent. C'est un principe qui est relativement sain. Et donc, n'importe quel créateur de start-up science-based devrait à minima monter en compétence sur des sets d'expertise business stratégique. N'importe quelle personne qui travaillait pour une PME en croissance sait qu'à un moment, on l'envoie faire un stage, une formation pour apprendre l'économie, le business, la finance, etc. C'est assez commun. En revanche, ça n'est pas très commun dans l'émergence de startups science-based. C'est un premier point de se dire, c'est possible de faire monter les fondateurs technologiques en compétences business, et c'est même nécessaire, parce que l'idée de se dire, je vais trouver un CEO qui va s'occuper de tous mes problèmes, ou je vais aller trouver un directeur commercial qui, par magie, va réussir à vendre une technologie dont je n'ai même pas identifié précisément les cas d'usage et de quelle manière elles seront intégrées dans une chaîne de valeur avec un modèle économique adapté aux besoins de l'industrie, c'est un peu un rêve pieux. Donc, encore une fois, on ne cherche pas à créer une compétence ultime sur ce domaine, mais au moins un niveau de compétence minimum qui permet de s'interfacer avec d'autres. Le deuxième point, en revanche, et qui est critique, c'est que les compétences internes s'apprennent, mais, comme on le disait, le champ des possibles, le champ des problèmes, pour réussir à faire à la fois le match entre la solution et le problème, et le match entre l'application d'un cas d'usage industriel et les business models économiques, et donc la structuration de la société adaptée, le spectre des compétences et le spectre de la connaissance à posséder est monumental. C'est donc assez illusoire d'imaginer que parce que quelqu'un allait faire un executive MBA à HEC Paris ou chez l'un des concurrents, il sera capable de répondre précisément et avec finesse à tous les arbitrages stratégiques qui sont nécessaires. Et donc c'est là où le besoin d'externaliser, ou en tout cas de faire appel à de la compétence et à de la connaissance externe, devient clé. De manière typique, toutes les boîtes en croissance réussissent à créer un advisory board de qualité à un moment, mais on est conscient que justement la capacité à trouver de l'advisory au bon niveau, qui est capable d'être pertinente pour les bonnes phases d'une boîte à tout moment, est extrêmement compliquée. Et c'est d'autant plus compliqué quand on est dans les premières phases de la société et qu'on ne sait donc pas encore quel est le positionnement. Si je reprends l'analogie, vous avez décidé que votre matériau est un fit parfait avec l'industrie ferroviaire, vous pouvez cibler un board à peu près pertinent dans l'industrie ferroviaire et dans les matériaux. Si vous en êtes au niveau où vous avez juste des compétences technologiques et pas encore identifié et validé la pertinence de cette technologie dans un cas d'usage précis, dans une chaîne de valeur précise, quel type de board voulez-vous constituer? Vous prenez des généralistes? Est-ce que vous prenez des experts de la technologie? Est-ce que vous prenez des experts de l'industrie? Et c'est là la complexité. Donc il y a aussi un besoin, qui est un problème aujourd'hui, d'avoir accès à de l'advisory de haut niveau pour répondre à des problèmes qui sont des problèmes transitoires par nature. Tout ça, c'est quand même des problématiques qui demandent énormément d'acteurs. Et donc on est vraiment fondamentalement sur les problèmes de coordination et des problèmes d'accès à l'information au bon moment pour, dans la vie d'une startup, réussir à arbitrer. Si c'est des problèmes de coordination, ils sont nécessairement complexes et multi-acteurs, multifacteurs. Encore une fois, si on essaie d'être pragmatique, on se demande que faire, comment agir pour essayer d'arbitrer, essayer d'accélérer les chances de succès de certaines des sociétés qu'on accompagne. Nous, notre conviction, c'est justement que ça demande un alignement de plusieurs piliers, mais surtout que ces 3 piliers, donc la compréhension de la science, la maîtrise de l'industrie et une approche stratégique, sont 3 paradigmes qui aujourd'hui existent dans des environnements qui sont assez séparés ou assez silotés. Et donc, on a d'un côté un paradigme scientifique qui comprend avoir une maîtrise des technologies et surtout de connaître leurs possibilités, les portes qui sont ouvertes, la capacité d'action supplémentaire qui est donnée par une technologie, mais également les limites. On a un paradigme industriel qui est le fait de comprendre le mécanisme des chaînes de valeur, de savoir
comment chaque industrie fonctionne, comment elle s'intègre et comment elle est capable ou incapable de se transformer, et un paradigme plutôt de stratégie et d'économie qui est fondamentalement basé sur l'arbitrage et l'allocation des ressources. Et en fait, on a trois paradigmes dont on peut trouver des représentants un peu partout. Ce qui est très complexe, c'est de trouver l'équilibre entre ces trois paradigmes. De dire comment je suis capable d'intégrer un paradigme scientifique, un paradigme industriel et un paradigme stratégique et économique ensemble. Et quand on le voit, souvent, c'est la difficulté de gérer la nuance et l'équilibre entre ces trois paradigmes qui est complexe. Et que les échecs, souvent, sont créés par la domination d'un des paradigmes sur les autres. Et donc, on sait qu'un paradigme ultra technologique qui délaisse les deux autres va être délétère parce qu'on va avoir des startups qui créent de la technologie pour la technologie sans cas d'application. On peut s'enfermer dans des cul-de-sac. Même si ça crée de la très belle science, c'est économiquement plus difficile à maintenir. Des paradigmes industriels qui sont généralement très silotés et donc on peut avoir des très belles technologies qui passent à la trappe parce qu'elles ne sont pas adaptées au cas d'usage, au métier. Si on prend l'exemple tout bête, c'est qu'un post-it, c'est un échec industriel. C'est une colle qui ne fonctionne pas selon les paramètres qu'on voulait. Heureusement que quelqu'un de malin a réussi à recycler une colle qui colle à peine mais qui se recolle pour en faire un nouveau produit, mais c'était une déviation du cahier des charges. Et à l'inverse, si on est purement sur la partie économique stratégique, on se retrouve avec des arbitrages décorrélés des réalités, un manque de compréhension des capacités, des limites des technologies, et donc des promesses. On voit ça, voilà, dès qu'une nouvelle technologie émerge, si en IA, en quantum, on commence à promettre la Lune, parce qu'on manque de compréhension des capacités. Et donc c'est cette nuance entre les trois paradigmes qui, à notre sens, encore une fois, est difficile, mais essentielle. Juste pour conclure sur deux éléments importants, pour ajouter à la complexité, on sait bien que les domaines de recherche académique sont par défaut internationaux. Il n'y a pas grand monde qui publie juste à l'échelle d'une région. Et donc que toutes les problématiques de coordination dont on parlait sont des problématiques qui s'appliquent d'autant plus à l'échelle internationale. Et donc c'est-à-dire qu'il y a besoin de cet alignement à la fois avec l'état de l'art scientifique à l'international, avec la compréhension des chaînes de valeur industrielles qui sont multi- ou transnationales, et avec des implications stratégiques et économiques qui sont également transnationales. D'autant plus sur des sujets de technologie qui ont des impacts de souveraineté ou géopolitique certains. Et enfin, un dernier concept pour terminer, c'est la notion de circularité. Ce que je vous propose, ce n'est pas la circularité au sens premier, mais plutôt une proposition d'extension du domaine de la circularité, qui est de se dire qu'on sait que l'un des travers de rester sur un paradigme et dans un silo, c'est justement le manque d'économies of scope qui peut exister avec les voisins. Et donc, à notre sens, un écosystème de start-up technologiques a justement besoin d'une circularité étendue pour être capable de fonctionner efficacement. Si je m'explique, on a par exemple le fait basique que tous les entrepreneurs à succès réinjectent leur argent, leurs capitaux, dans les startups de la génération suivante. C'est un modèle de circularité de capitaux assez simple, mais au-delà de ça, on a par exemple la circularité de la connaissance et de l'advisory. Un entrepreneur de startup qui a réussi à exit une boîte deep tech est suffisamment rare pour que sa connaissance soit précieuse pour les générations suivantes. Donc il y a donc ce besoin de circularité également de la compétence, de l'expérience, pour remettre dans les mains des générations suivantes des enseignements qui ont été tirés empiriquement. Et d'une troisième manière, par rapport justement aux risques causés par les silos industriels, on sait qu'il y a énormément de valeur de propriété intellectuelle qui est sous-utilisée parce que souvent confinée à certaines industries, à certaines applications. On a énormément de technologies qui sont présentes dans des industries mais qui ont peu de valeur là et qui sont mal transférées dans d'autres industries d'application. De la même manière que les technologies issues d'universités vont souvent avoir des applications. On a beaucoup d'entreprises qui vont faire un POC avec une première industrie, mais qui auraient beaucoup plus de succès en le faisant avec une seconde, une troisième ou une cinquième. Et donc il y a aussi ce besoin de circularité de la propriété, des assets qui sont capables d'avoir de la valeur. Donc l'un de mes points finaux, c'est vraiment de se dire qu'il y a vraiment énormément de coproduits qui sont aujourd'hui des déchets dans la chaîne de valeur startup science-based,
et qui auraient énormément de valeur en étant transférées à d'autres valeurs. Mais pour ça, ça demande une vraie appréciation de la nuance, de cette complexité, et surtout une capacité à faire de la transdisciplinarité au vrai sens du terme, c'est-à-dire pas juste le département de chimie et le département de matériaux qui travaillent ensemble, mais véritablement des économistes, des scientifiques, des industriels, de différentes industries qui travaillent ensemble. Je vous remercie. On me dit dans l'oreillette qu'on a le temps de prendre 2 questions. Manifestez-vous. Et s'il n'y a pas de questions, vous allez gagner un café. Bonjour, oui, je l'ai rallumé, il était éteint. Vous avez parlé d'externalisation des compétences, notamment sur la partie stratégie. J'aurais bien aimé vous entendre sur vos recommandations et sur les organismes ou incubateurs ou je ne sais pas que vous recommanderiez. Alors c'est une excellente question et je n'ai pas prêché pour ma paroisse, mais il se trouve que justement l'un des fondamentaux du Creative Destruction Lab qu'on opère justement au sein d'HEC Paris, c'est de créer des espèces de super advisory board constitués de scientifiques, d'experts industriels et d'entrepreneurs à succès exités pour les réunir, on va dire à l'échelle de quelques dizaines de personnes, une trentaine, et de les faire travailler ensemble de manière collégiale sur les problématiques rencontrées par les startups qu'on accompagne. Donc si ça vous intéresse, on peut en discuter, mais vraiment voilà, ce concept de Creative Destruction Lab est de créer en fait une espèce de marketplace de connaissances et d'arbitrage, d'expérience pour la mettre au service d'un grand nombre de boîtes. Donc c'est un peu voilà, créer un actif externalisé qui peut servir à plusieurs boîtes à la fois. Bien, merci à tous, très bonne journée à vous et bon salon.